Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Anne Perrin, je suis animatrice grande culture au Bio du Gers GAP 32 depuis 2012. Et je réalise l'animation collective depuis que je suis arrivée sur les couverts végétaux. La formation d'un groupe sur les couverts végétaux au sein des Bio du Gers a démarré en 2011. Donc ça fait un petit peu de temps maintenant. Donc il y a plusieurs colloques où on a parlé un petit peu du retour de ce groupe couvert. Et là aujourd'hui je vais vous parler un peu d'autre chose. Enfin d'autre chose, on va dire un complément. Qui est le groupe Défi Gers couverts végétaux. Alors je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est. Et en fait, ça va, on va dire, être complémentaire et ça va renforcer le travail du groupe couvert qui a été entamé depuis 2011. Alors, je vais faire rapide pour... il y en a qui connaissent certainement qu'est-ce que ça veut dire défi. Je vais essayer de ne pas être trop longue sur cette partie-là. Donc déjà, en 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui avait pour objectif de diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Ensuite, en suivant, il y a eu un plan éco-phyto qui avait pour objectif de réduire de moitié l'usage des produits phyto dans un délai de 10 ans, si possible. Et de là est né ensuite, donc ça c'était Éco-Phyto 2018, les projets Défi Éco-Phyto, dont l'objectif est de tester, de mettre en valeur et ensuite de transmettre des techniques et des systèmes agricoles économes en produits phyto, donc avec des réductions de produits phyto et jusqu'à la bio sans produits phyto. Et des systèmes performants aux 3 niveaux, donc à la fois au niveau économique, environnemental et social. Et donc ça, c'est un réseau qui est au niveau national, qui concerne l'ensemble des filières de production. Donc nous, mon groupe est concentré sur la grande culture, mais il y a des groupes en viticulture, en maraîchage, etc. Et ça mobilise tout un tas de partenaires, donc à la fois des agriculteurs, des animateurs, des conseillers, des membres de la recherche. D'ailleurs, Lionel Aleto, qui est multicasquette, il est impliqué dans le groupe, il est impliqué dans Défi. C'est un peu mon référent sur les grandes cultures en Défi. Et donc, pour dire, par exemple, il y a l'ITAB qui a été impliqué, et qui le sera peut-être encore, dans la partie expérimentation de Défi. Et l'objectif actuellement, c'est de baisser d'un quart des phytos en 2020 et de moitié en 2025. Donc, il y a la partie XP, que je ne vais pas détailler plus. Et il y a la partie Défi Ferme. Donc, Défi Ferme, c'est un réseau de fermes où ce sont donc un groupe qui est suivi sur 5 ans. Il y a eu une première vague qui a été suivie de 2011 à 2015. Et là, il y a une deuxième vague qui a commencé l'année dernière. Donc il y a des groupes qui démarrent depuis 2011 et qui vont continuer jusqu'en 2020 avec on va dire, un peu de modification dans la composition. Mais nous, là, c'est un groupe qui a démarré fin 2016. Donc en France, il y a à peu près 3000 fermes qui sont dans les réseaux Défi. Ça représente à peu près 260 groupes, parce qu'il y a 10-12 agriculteurs par groupe. Et donc l'objectif est de créer des références sur les systèmes économes en phyto et multiperformants, pour ensuite transférer ces connaissances. Donc là, il y a un groupe de 3000 fermes Défi et il va y avoir c'est des choses qui émergent actuellement, de passer à 30 000 fermes, donc 10 fois plus agroécologiques. Donc c'est-à-dire que ces fermes Défi qui sont suivies de près diffusent déjà sur 10 fois plus de fermes, où il y a des accompagnements avec des financements prévus. Vous allez me dire, mais pourquoi elle part de phyto, travaille dans un GAB Alors en fait, effectivement, la bio est présente dans Défi Ferme. Elle était présente, alors ça je ne saurais pas dire le pourcentage, mais un petit peu dans le créneau 2011-2015. Mais elle est d'autant plus présente et représente 1/5 des fermes du réseau total, donc des 3000 fermes. Donc dans toutes les filières. Et il y a des groupes Défi Ferme qui sont mixtes. Quand je dis mixte, avec des bio et des conventionnels. Et effectivement, quand ces groupes sont mixtes, ça facilite d'autant plus le transfert de pratiques alternatives sans phyto vers les conventionnels.
Et la présence de bio, de manière générale, dans le réseau national défi, ça permet aussi de créer et de consolider des références peut-être déjà existantes par ailleurs sur la performance globale et la résilience des systèmes bio. Voilà. Donc, pour dire en gros à quoi ça consiste, donc c'est un accompagnement pendant 5 ans d'un groupe donc d'une dizaine d'agriculteurs, je l'ai dit, avec à la fois l'animation collective de groupe et ensuite de l'accompagnement individuel. Alors c'est pas du conseil individuel, on va voir une parcelle, on va dire voilà sur ta parcelle t'as ça, on fait tel diagnostic, tu fais ça, mais c'est plus on va dire un accompagnement par rapport au système global de la ferme sur 5 ans, voilà, faire des propositions, voir ce qui marche pas bien, est-ce que tu pourrais tester ça, etc. Et donc, avec le groupe, en tout cas, il y a un projet collectif qui est sur les couverts végétaux. Chaque groupe a un projet collectif donc sur une thématique qui tient plus à cœur, où on fait un fil rouge au début d'année pour dire voilà, on envisage de faire tant de rencontres, une formation, etc. Donc, on planifie un petit peu ce qu'on veut faire. Avec potentiellement, pour le groupe, des rencontres bout de champ, on peut faire des formations, aller voir des autres groupes à l'extérieur, faire des ateliers de réflexion pendant l'hiver, quand on a un petit peu le temps, et un bilan de fin d'année, donc on n'a pas encore eu le temps de faire, mais qui sera fait cet hiver. Donc pour en venir concrètement au groupe que j'anime, il y a 12 agriculteurs, qui sont dans le Gers et un limitrophe. Alors il y avait initialement un conventionnel qui malheureusement n'est pas resté. Et sinon, maintenant ils sont quasi tous en bio. Bon, les 4 en conversion se sont convertis en 2015, donc là tout le monde est quasi en bio. Et après, il y a une diversité dans le groupe avec des agriculteurs qui sont en bio depuis plus de 20 ans, d'autres qui viennent de passer en bio, et une majorité de céréaliers. Et en type de sol, il y a à la fois représenté des agriculteurs donc, qui sont en argilo-calcaire, d'autres en boulbène, et donc il y a d'autres qui ont un petit peu les deux. Et donc j'ai formulé le projet collectif du groupe tel qu'il est formulé. C'est réussir une culture, souvent culture d'été, après un couvert végétal hivernal développé, donc en bio, sans utiliser bien sûr d'herbicides. Donc, on a commencé le travail sur ces sujets-là avec le groupe couvert, mais on continue à vouloir, avec le groupe défi, sécuriser et fiabiliser ces pratiques-là pour pérenniser les pratiques et pas de retour en arrière et bien sûr avoir des résultats économiques intéressants pour les agriculteurs. Donc, par rapport au groupe défi, donc les pratiques des couverts végétaux, tous pratiquent les couverts hivernaux, donc semés entre septembre et octobre et restitués début d'année d'après. Et quelques-uns sèment du trèfle dans les céréales au printemps pour avoir une couverture notamment estivale et laisser ça jusque fin d'année ou début d'année suivante. Et pareil, en couverts végétaux, il y en a qui commencent seulement et il y en a qui ont un peu plus l'habitude. Il y en a 7 quand même qui font ça depuis 4 ans ou plus. Et avec 2 agriculteurs qui labourent et une majorité qui ont abandonné la charrue. Donc les atouts du groupe que je pense qui sont vraiment des atouts, c'est des expériences différentes, donc avec et à la fois plus ou moins d'ancienneté et en bio et en couverts végétaux, avec bien sûr l'expérience des anciens qui est précieuse et les nouveaux qui peuvent avoir des nouvelles idées, un regard neuf et puis apporter un peu d'autres choses dans un groupe d'anciens bien formés qui... Voilà, ça stimule un peu tout ça. Alors, ce qu'on va essayer, du coup, ce que là, pour l'instant, j'ai pas encore fait, mais ce qui serait intéressant de voir, alors plus au niveau individuel des agriculteurs et ensuite la moyenne du groupe, c'est déjà de faire le calcul que l'intervenante de ce matin, c'est Annie, avait présenté sur les calculs de bilan de carbone humique. Donc, suivant les cultures qui sont faites, le rendement, c'est un peu essayer de chiffrer finalement combien potentiellement j'apporte de carbone au sol. Est-ce que j'enrichis un petit peu, beaucoup? Donc, essayer de chiffrer ça au niveau des fermes. Et les agriculteurs du groupe ont l'objectif de faire une biomasse minimum de 4 tonnes de matière sèche par hectare
des couverts végétaux, ce qui commence à être intéressant. Il y a eu du moins, il y a eu du plus, on verra après. De maintenir quand même les niveaux de rendement après un couvert développé, donc pas pénaliser la culture suivante, mais surtout, en tout cas, maintenir la marge ou voire l'améliorer quand on a après un couvert, quoi. Et puis, bon, il y a des agriculteurs qui, déjà, la durée de sol nu sur leur rotation est assez faible, mais, comment dire, pour certains, effectivement, d'augmenter la durée de couverture des sols, c'est un des défis qu'ils veulent relever. Ensuite, ce que j'ai mis en dessous, ça concernait peut-être un peu moins d'agriculteurs. Bon, il y en a déjà dans le groupe qui n'apportent plus de fertilisation organique extérieure. Et il y en a qui, du coup, grâce au couvert, souhaitent diminuer la fertilisation organique extérieure en introduisant notamment plus de légumineuses en culture et en couvert. Et aussi, peut-être faire moins de passages, diminuer la consommation de carburant et donc le nombre de passages. Et aussi, s'il y en a qui travaillent profond, il y en a qui cherchent à travailler de plus en plus superficiellement le sol. Et donc ça, c'est des choses qui pourront être chiffrées par des données précises. Par contre, il y a des éléments, on va dire, qui seraient intéressants de discuter avec les agriculteurs qui sont plus difficilement mesurables. Par exemple, la structure du sol. Est-ce qu'aujourd'hui et dans 5 ans, tu vois ta structure du sol qui s'améliore ? La vie du sol, l'enracinement, le taux de matière organique, si on le mesure aujourd'hui, il faudrait le voir dans 10 ans. 5 ans, un pas de 5 ans, c'est un peu difficile. Mais si on fait un état des lieux aujourd'hui, voir ça dans 10 ans. Et aussi, donc ce qui est moins facilement chiffrable, c'est aussi la maîtrise des adventices. Donc voilà, si voir en 5 ans, effectivement, même avec des couverts, etc., si effectivement il reste, la maîtrise des adventices reste assurée ou est améliorée. Donc ce qu'on a fait en 2017, donc au début d'année, on a construit un fil rouge pour l'année. Il y a eu 2 rencontres bout de champ. Une au mois d'avril où on a vu les développements des couverts hivernaux. On a décidé avec le groupe qu'à chaque fois qu'on fait des visites de parcelles, alors pas forcément dans toutes les parcelles, mais on profite d'être à plusieurs, d'avoir plusieurs bras, plusieurs bêches pour faire des profils de sol, pour voir un petit peu, pas regarder qu'en surface. Alors, par rapport à ce que fait Emmanuel, on va pas forcément jusqu'au sous-sol, mais il y a déjà, alors c'est pas complet, mais il y a déjà des choses parfois intéressantes qu'on a pu voir et je vais vous en parler. Et des pesées aussi, les agriculteurs, nous on en a fait au niveau du GAB, mais il y a eu aussi des agriculteurs qui ont fait des pesées. Et on a utilisé, alors je sais pas si vous voyez bien, en haut à droite, des tiges métalliques. Moi, je les ai connus par Jean-Paul Gabard, qui est un technicien du sol gersois, qui se les fabriquait lui-même. C'est ce qu'il appelle communément un pénétromètre, où effectivement, c'est une tige métallique. Bon, là, c'est 2 agriculteurs du groupe qui se les avaient fabriqués eux-mêmes. Et c'est-à-dire, avant de creuser son sol, c'est d'essayer de voir un petit peu, de sentir déjà, est-ce que mon sol est meuble, est-ce que mon sol est dur, est-ce que je sens à un moment donné une résistance, est-ce qu'il y a une rupture potentielle dans mon sol, dans mon profil. Et ça, on va dire, il y a une version, on va dire, avec vraiment mesure de la résistance au sol, coûte une centaine d'euros. Emmanuel en a d'ailleurs, où effectivement c'est une mesure précise, mais si chaque agriculteur peut déjà s'en fabriquer un, en tout cas déjà rien que pour tester, de voir s'il y a une résistance ou pas. Et donc moi en tout cas j'espère pouvoir équiper tout le groupe prochainement, avec notamment un agriculteur qui avait mis un trait tous les 10 cm. Donc comme ça, on voit facilement, s'il y a une rupture, on voit à 20 cm. Et après, si effectivement, on sent quelque chose qui semble clocher, faire un trou après pour voir si derrière, c'est grave ou c'est pas grave. Donc par exemple, là, on a fait un profil de sol chez un agriculteur chez qui on est allé le 7 avril. Et puis, on a senti une résistance. On est allé voir, déjà, est-ce que les racines... Alors, on n'a pas creusé jusqu'au sous-sol, mais est-ce que les racines descendent ou pas ? Parce que parfois, on se dit, parfois, si le sol est un peu sec, c'est sûr que si le sol est sec, ça va être plus difficile d'enfoncer la tige.
Mais là, on a pu voir que, on le voit pas trop bien sur la photo, mais que finalement, cette rupture qu'on a sentie avec la tige, ben, en tout cas, les racines, elles descendaient. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, en tout cas, c'était pas si gênant que ça. Si on avait observé des racines à l'horizontale, là, on se serait peut-être dit, bon, bah là, il y a peut-être quelque chose à faire, le sol est peut-être très compacté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et ensuite, donc on a fait une rencontre en salle le 1er septembre pour voir les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils envisageaient de faire en couverts hivernaux. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, je faisais des tours de plaine, on va dire, je faisais des tours de parcelles chez les agriculteurs, où je faisais des photos, je demandais aux agriculteurs un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur parcelle. Et à peu près une fois par mois, je leur envoyais un petit mail en disant voilà un petit peu les photos de vos collègues pour voir un petit peu que chacun voit un petit peu ce que ça donne les cultures en place à ce moment-là chez les autres. Donc, une des animations qu'on a fait, c'était des pesées de couverts. Donc, il y a quasiment tous les agriculteurs qui se sont prêtés au jeu, ou c'est nous qui l'avons fait. Où on a utilisé la méthode simplifiée de Merci, c'est-à-dire que normalement, la méthode Merci, on fait 3 prélèvements d'1 mètre carré dans le champ. Là, on s'est dit, bon, ben là, on veut pas forcément une donnée bien précise, on veut juste avoir, pour l'agriculteur, un ordre de grandeur. Est-ce que j'ai fait 2 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes sachant que, on va dire, à partir de 4-5 tonnes, là, on peut se dire que c'est déjà une biomasse qui est assez intéressante en termes d'apport ensuite au sol. Donc là, les biomasses qui ont été pesées, ça a été de 2 tonnes à 10 tonnes à peu près. Donc là, en bas, vous avez navette trèfle incarnat, où vous avez même la mesure de hauteur par l'agriculteur. Et là, en haut, c'est un mélange, donc il y avait févrole. Les graminées, je sais plus, mais il y avait plusieurs graminées. Je crois que c'était avoine triticale, moutarde et facélie. Donc un mélange assez diversifié. Et du coup, le 2 tonnes, c'était l'implantation était malheureusement pas très réussie. Mais voilà, sinon la plupart étaient au moins à 4 tonnes. Donc ça, c'était plus pour montrer que c'est pas compliqué pour le faire. Il faut juste peser les espèces séparément. Parce qu'après, il y a des références à partir du moment où un agriculteur me donnait, j'ai par exemple fait je prends un exemple simple, févrole facélie. Sur 1 mètre carré, j'ai pesé 3 kilos de févrole en matière fraîche, 5 kilos de facélie. Moi, je peux facilement lui dire, ça te fait tant en matière sèche. Voilà. Alors ça a été fait précédemment, avant le groupe des filles, ça a été fait avec le groupe couvert. Mais c'était juste pour montrer, alors par exemple, des couverts qui sont gardés jusqu'au 7 mai ou 14 mai, c'est pas le plus fréquent. Mais c'était simplement pour montrer, on va dire, la date, c'est la date de la pesée, entre le 10 mars jusqu'au mois de mai. Alors, c'est des parcelles différentes chez des agriculteurs différents, avec des mélanges différents, mais on voit globalement que, effectivement, à partir du mois d'avril, quand il commence à y avoir des chaleurs, on peut avoir on va dire, de l'augmentation de végétation qui impacte sur la biomasse. Et notamment, entre le 7 mai et le 14 mai, là, c'était la même parcelle. Alors, j'ai pas mesuré exactement au même endroit, mais là, vous voyez que, effectivement, ça a bien poussé entre les 2 périodes. Alors ensuite, j'ai fait une petite diaporama sur les pratiques moyennes du groupe. Donc, c'est-à-dire que, chacun a un petit peu ses habitudes, ses pratiques. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas demandé les pratiques de l'année. J'ai dit à chaque agriculteur, qu'est-ce que tu fais classiquement en couvert? Et ensuite, j'ai fait une moyenne du groupe, donc pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Donc, les couverts hivernaux sont semés en général, en moyenne pour le groupe autour de 10 octobre. Ça allait de fin septembre au 20 octobre en moyenne. Sachant que, par exemple, l'année dernière, il y en a qui ont été semés début novembre parce que octobre était sec et que du coup, certains semis ont été décalés. Mais ça, c'est dans les pratiques classiques. Très souvent, la base des mélanges, c'est de la févrole. Et il y en a plusieurs qui ajoutent de la vesse et de la facélie.
Les céréales ajoutées, ça c'est plutôt variable suivant les agriculteurs de rajouter et aussi suivant la culture suivante également. Et ceux qui pratiquaient pas encore les couverts, qui n'avaient pas encore trop l'habitude des couverts dans le groupe, avaient fait de la févrole solo, ce qui est souvent le plus simple et le plus classique quand on démarre. Pour ce qui est de la destruction ou la restitution des couverts hivernaux, en moyenne, c'est fait dans le groupe autour de la mi-avril. Ça allait de fin mars à fin avril, début mai. Donc effectivement, puisque l'objectif est quand même d'avoir une biomasse conséquente sans bien sûr pénaliser complètement la culture suivante. Et entre le premier passage de restitution et le dernier passage de préparation du lit de semence, je ne compte pas le semis, c'est en moyenne 4 passages, donc de 3 à 5 à peu près. Où le premier passage, parfois ils attaquent directement avec un déchômeur à disque, mais souvent, surtout si le couvert est développé, il y a un broyage ou passage d'un rouleau hacheur. Donc il y en a qui broient systématiquement le couvert, mais il y en a qui vont décider de broyer ou pas, selon des critères différents. Il y en a qui disent, si j'ai des graminées, soit parce que je les ai semées, soit parce que c'est des graminées adventices spontanées qui sont dans mon couvert, là je décide de le broyer pour gérer plus facilement la préparation de mon lit de semences. Ou si j'ai un couvert haut comme ça, je vais peut-être pas le broyer. Par contre, s'il est comme ça, là je vais le broyer. Et ensuite, le délai entre le premier passage de restitution et le semis de la culture suivante, suivant les pratiques de l'agriculteur, l'habitude, l'expérience de l'agriculteur et aussi la culture suivante et l'année climatique, ça peut aller minimum 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 1 mois et demi, toujours dans le groupe. Et j'ai renoté une phrase de Georges, notre président, c'est juste un exemple pour dire que lui, son objectif, en tout cas, c'est d'avoir déjà un lit de semences, peut-être pas quasi prêt, mais déjà, on va dire, d'anticiper sur la préparation du lit de semences en travaillant sur la structure du sol à l'automne, en utilisant donc un déchômeur à dents. Et ensuite, au printemps, quand les conditions sont bonnes, courant septembre, et ensuite, au printemps, dès le premier passage, il a déjà un objectif de faire de la terre fine et pas trop de motte pour limiter le nombre de passages au printemps. Et ce que j'ai mis en dernier, c'était que, parce qu'il y a des chômeurs à disque et cover crop, qui intervient de manière plus profonde et où c'est plus difficile parfois de régler la profondeur. Ceux qui utilisent des cover crops ou qui n'ont pas de déchômeur à disque, on va dire rapide en tant que tel, il y a pu parfois avoir un risque de remontée de grosses mottes, ce qui peut être gênant. En nombre de passages, je compte pas forcément le nombre. Parfois, il y a des combinaisons d'outils avec broyeur devant, des chômeurs derrière, quoi. Et dans les 5 passages, parfois, c'est volontairement 5 passages pour réaliser plusieurs faux semis. Alors, du coup, on a observé les choses sur... donc ça, c'était les pratiques moyennes. Sur cette année, on a eu un printemps et un été sec, d'autant plus dans l'est du Gers. Pour ceux qui ne sont pas trop du coin, en gros, la pluviométrie dans le Gers, elle va aller de 600-700 mm au minimum est-nord-est du Gers. Et là où il pleut le plus, c'est sud-sud-ouest du Gers, autour de 900 mm. C'est pas les 1000 et des poussières du Pays Basque. Après la restitution du couvert par rapport aux pratiques classiques, certains agriculteurs parfois l'ont anticipé de quelques jours ou une semaine parce que ils prévoyaient du sec et donc si d'habitude ils font ça de mi-avril à fin avril, ils ont plutôt restitué mi-avril et ils n'ont pas attendu fin avril pour le faire. Ça a été parfois de l'adaptation. Et effectivement, certaines cultures d'été ont souffert du sec. Et on en a discuté notamment le 1er septembre à La Réunion pour voir un petit peu qui allait semer quoi en couvert. Que du coup, surtout quand on n'est pas trop expérimenté, on ne sait pas trop est-ce que je restitue maintenant, est-ce que j'attends, etc. De donner un coup de bêche, alors même si c'est pas hyper profond, mais rien que pour voir l'humidité du sol. Voilà, si on voit déjà que le couvert est développé, qu'il n'a pas trop plu et qu'il prévoit du temps sec, peut-être on va décider de restituer. Par contre, si effectivement on voit que l'humidité est bien là encore, on peut se dire on va attendre un petit peu. Par contre, si le couvert est très développé et que par exemple, on se dit l'humidité, ça va encore, mais faudrait peut-être pas trop que je tarde. Au printemps, le couvert peut pomper beaucoup d'eau.
Donc n'hésitez pas à revenir 2-3 jours après, voilà, pour reconstater l'humidité du sol et pas forcément attendre une semaine, surtout s'il pleut pas, parce que au mois d'avril, les couverts peuvent évoluer assez vite. Alors maintenant, je vais présenter, parce que du coup, il y a des agriculteurs du groupe qui ont fait des essais. Donc je vais présenter un petit peu les essais. Donc là, par exemple, l'essai que je vais présenter, l'agriculteur n'est pas dans la salle, donc je vais essayer de traduire en tout cas le maximum. Et ensuite, pour les autres éléments, je vais le présenter rapidement et je vais passer, c'est Quentin qui va passer le micro aux agriculteurs, qui sont concernés par l'expérience pour compléter ce que je vais dire. Donc je vais présenter l'expérience et ensuite voir quels enseignements on peut en tirer. Donc là, c'est un agriculteur qui est dans l'est du Gers, donc plutôt peu arrosé, sur des sols argilo-calcaires. Donc Monsieur Fayon, voilà, qui n'est pas là, mais donc qui avait semé. Donc lui, son objectif, c'était, il avait la présence de fol avoine et il voulait tester le semi-direct. Il a dit, moi, je vais mettre de l'avoine dans mon couvert. Donc il fait févrole avoine pour justement que l'avoine, on va dire, ait un effet à long terme, les années d'après, sur la fol avoine. Voilà, pour expliquer pourquoi il a fait ça. Et donc, il y a une parcelle où il a semé un sarrasin après le couvert et une parcelle où il a semé du soja. On verra après, là où il a semé le sarrasin après, il y a eu un souci au semis, ce qui fait qu'il y a l'avoine qui n'était pas toujours bien semée. On va voir les photos après. Alors le couvert, il a semé que début janvier. Alors c'était pour une question de temps. Enfin, en tout cas, concrètement, au départ, il avait prévu de le semer plutôt en octobre ou tout début novembre. Donc là, il l'a semé assez tard. Du coup, il a dû le rouler assez tard parce que quand il y a des semi-directs qui sont testés, on va dire, la date calendaire, je peux pas le dire, c'est en fonction des climatos, mais c'est plutôt au mois de mai. Avril, c'est un peu tôt. Et il a utilisé un rouleau crimper. C'est un rouleau qui a été développé aux États-Unis. Sa particularité, c'est qu'il appuie un maximum sur les tiges sans les couper. Donc, en tout cas, il a un atout par rapport au fait que, on va dire, pour ne pas que les graminées, les céréales, relèvent après le roulage. Donc, il a semé avec un semoir de semi-direct à disque. Voilà, qui est en photo ici. Donc, il a semé le sarrasin le 12 juin. Et oui, je le mets dans la diapo d'après, mais en gros, il y a eu entre janvier et juillet, voire même plus, peut-être 140 mm de pluie. C'est tout. Et donc, pour le soja, qu'il a semé plus tard, il a irrigué avant et après. Et on va voir des photos où il avait à chaque fois sarrasin et soja comparé avec une parcelle voisine, donc qui a été menée classiquement avec une restitution du couvert sans labour en mars. Je ne saurais pas vous dire exactement les passages qu'il a fait, mais voilà. Donc là, ça c'est la parcelle de sarrasin que je suis allée voir au 15 juin. Donc on a dit le roulage c'était le 9 juin. Donc à gauche, là, on voit par exemple un paillage bien dense. Là, c'est vu d'un peu plus près. Et là où il y a eu des trous, quoi, où l'avoine a été mal semée, on voit déjà des adventices. Là, en tout cas, je voyais peu de relevés de pieds écrasés d'avoine ou de fol avoine. Je parle pas des graines qui sont tombées au sol, qui regerment. Je parle de pieds qui ont été écrasés. Et la parcelle de soja, où là, il n'y a pas eu de loupé de semis de l'avoine, où là, ça faisait un très très beau paillage. Donc fin juillet, j'y suis retournée. Donc là, c'est ce que je disais, très peu de pluie. Donc là, j'ai fait photo où le paillage était assez dense au niveau du sarrasin. Donc là, effectivement, on a pas l'air d'avoir trop d'adventices. Mais alors, je ne sais pas si on devine, on en voit qui commence à lever. Alors par contre, effectivement, en tout cas dans cette parcelle, il n'y a pas eu trop de soucis de relevé de tiges d'avoine ou de fol avoine. Alors les hypothèses qui sont avancées, c'est que déjà il a peut-être roulé au bon stade dans le sens où floraison passée, début de formation du grain.
Et peut-être que le rouleau aussi, le type de rouleau choisi, a été efficace. Il aurait fallu comparer avec d'autres rouleaux, quoi. Là, par contre, c'est dans la même parcelle, mais avec une zone où, là, le paillage, vous voyez, il y a des trous, quoi. Hein. Donc là, il y a beaucoup plus d'adventices, notamment des Elmincy et autres. Et là, c'est à la même date, le sarrasin restitué, donc, restitué au mois de mars. Bon, là, vous voyez, c'est hétérogène dans la parcelle. Hein. Le sarrasin n'est pas homogène, mais bon, on voit une différence forte de végétation. Ah, ça va pas. Et donc le soja, alors le soja, effectivement, où là, il n'y avait pas eu de problème au semis. Donc là, on voit que le paillage est bien dense. Mais contrairement au mois de juin, où vraiment on ne voyait pas une adventice, là, il commence... Alors, c'était des ronds d'Elmincy et de chardon. Alors, vous voyez, il y a une grande zone là où il n'y a pas trop d'adventices. Et puis, il y a des grandes zones où, ben là, on commence à voir des adventices. Et on voit aussi, on commence à voir des nouvelles levées d'adventices là au milieu. Et donc là, c'est le soja en direct comparé... Bon, là, c'était le soja après restitution mécanique sans labour. Et au final, alors le sarrasin, donc ben là, on voit pas trop bien, mais ouais, il est assez peu dense. Là, on a mesuré la hauteur, mais beaucoup d'adventices. Et là, c'est celui qui a été donc mené plutôt en classique. Et bon, celui-là n'a pas donné grand-chose en termes de rendement. Et le soja, alors le soja, il était plus joli, c'est-à-dire que ça, c'est semé en direct. Donc, on va dire en termes de hauteur, il avait à peu près la même hauteur que le soja semé classiquement. Après, il était moins dense. Hop, on le voit, ça, du coup, j'ai remis le soja semé en direct et le soja semé classiquement. Bon, j'étais étonnée parce que du coup, l'agriculteur m'a dit que ça n'avait pas donné grand-chose non plus. Je pensais qu'effectivement, le soja, qui est quand même moins d'écart que... Enfin, je veux dire, il était moins moche que le sarrasin, quoi. Donc effectivement, c'est pas forcément hyper concluant, mais moi, les enseignements que j'en ai tirés... Bon, déjà, en tout cas, je parle dans le Gers. Déjà, la possibilité d'irriguer la parcelle sur laquelle on va faire du semi-direct, c'est sécurisant, voire très sécurisant. Et effectivement, dans les secteurs secs du Gers, là, on a le plus risqué. Bon, lui, il a accumulé, effectivement, secteur sec du Gers. Bon, il avait l'irrigation, roulage tardif au mois de juin et année particulièrement sèche. Donc, il a accumulé, effectivement, plusieurs handicaps. Donc, effectivement, avec un semis en octobre-novembre maximum, on doit pouvoir rouler un peu plus tôt et du coup, qu'il y ait un pompage d'eau moins long. Et après, ça, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est les pistes. C'est est-ce que, voilà, le choix, est-ce que si on a des variétés où on sait que des espèces, voilà, vont peut-être être matures 2 ou 3 semaines avant d'autres qu'on a pu utiliser, ça serait peut-être intéressant de tester des variétés ou des espèces qui peuvent se rouler un petit peu plus tôt. Et semi-direct ou non, donc, ben, effectivement, à aviser en fonction de la pluviométrie de l'hiver ou du printemps. Et donc, ben, ça, je l'ai déjà dit, peu de pieds d'avoine ou de folle avoine se sont relevés. Donc déjà, le bon stade, c'est important de rouler au bon stade. Et après, ben, le choix du rouleau à creuser, mais il est peut-être important aussi. Et on a vu que un paillage, là où il y avait le paillage bien dense et persistant, bon, on a un adventice au début de végétation, il n'y avait pas de souci. Après, c'est plus en fin de végétation que les adventices sont apparus. Mais en tout cas, il est important d'avoir des espèces couvrantes au niveau du sol une fois couchées et couvrantes le maximum possible dans le temps. Donc effectivement, sur le choix du couvert ou la densité de semis, c'est assez important. Voilà ce qu'on a pu en tirer pour cette expérience. On va passer ensuite à une autre expérience de semi-direct, un peu différente. Donc là, je vais parler un petit peu et ensuite je vais laisser la parole à l'agriculteur s'il veut compléter. Donc c'est Bernard, dans le sud du Gers, qui est sur des sols de type boulbène. Il réalise fréquemment un soja précoce en dérobé après une orge d'hiver. Et là, il a semé son soja en direct dans l'orge,
avec un outil qu'on va voir un petit peu après. Et l'orge d'hiver était déjà semée en direct. Donc du coup, quand il a moissonné l'orge, il a broyé les pailles. Et il a utilisé un semoir de semi-direct à pointe écodine, donc avec, j'ai pas de photo là, mais la pointe est fine devant et elle s'élargit à l'arrière et elle fait un maximum de 4 cm. Et bon, normalement, Bernard sème plutôt autour du 10 juillet, mais là, il avait des présences de vesses dans l'orge qui a un peu gêné et qui a retardé la moisson. Donc il a biné, puisque du coup, la paille d'orge assez rase. Il a pu biner, il a réalisé l'irrigation, et l'interron était plutôt propre après 2 binages. Et en fait, son rendement a été moindre que ce qu'il fait d'habitude en soja dérobé. Alors on s'est posé la question, parce que l'enherbement en tout cas n'était pas plus important, que comme il a semé 10 jours plus tard que d'habitude, ça a peut-être joué aussi. Et il s'est équipé là en se disant moi j'ai peut-être pas besoin de travailler sur une surface aussi large, d'avoir donc un outil avec des socles, enfin des pointes beaucoup plus étroites. Et je lui dis l'année prochaine tu refais du semi-direct. Il me dit ça dépend, on va voir si effectivement j'ai beaucoup de raigrats dans ma parcelle, je vais pas faire semi-direct, mais si les conditions se présentent bien, je vais le faire. Donc voilà, il veut le faire, mais bon, la décision reste en fonction de l'état de la parcelle. Quentin est où ? Tiens, tu peux passer du coup la parole à Bernard si tu veux rajouter quelque chose. Non, là je suis... De toute façon, la décision, quand on fait, quelque chose que je fasse, soit des fois je fais du semi-direct, mais s'il faut faire un déchômage, je fais un déchômage, c'est suivant la situation. Hein. C'est tout. Là, c'est sûr, cette année, il n'y a pas trop de rendement, parce que sur les 2 hectares, il y avait une partie qui était jolie, l'autre qui en était moins, parce que le sol était peut-être plus gras, je sais pas. Là, j'explique pas trop, mais bon, voilà. En général, quand je fais entre 10 quintaux, c'est normal, quoi. C'est la moyenne. En dérobé, quoi. En dérobé comme ça, voilà. Oui, sur le soja. Derrière l'orge, oui. Et donc, tu m'as dit, tu as testé ces pointes-là sur les semis de couvert là, de cet automne. Alors là, par contre, oui, j'avais semé donc, avec des pointes égodines, le soja cette année, mais derrière, il y a un talon qui fait 4 cm à peu près. Mais moi, je préfère... j'avais déjà vu un semoir avec des pointes jamais qui sont montées comme sur la photo, là. Et justement, des largeurs de 12 mm qui n'ont pas de talon derrière. Hein. Et je trouve que à mon avis, c'est plus efficace parce qu'on remet moins de terre. Hein. Et puis la graine, elle vient bien au fond, là. Elle se recouvre. D'ailleurs, j'ai fait des semis de couvert. Parce que de toute façon, la machine, je l'ai finie juste vers le 20 septembre. Alors j'ai semé de cette année et j'ai semé mes couverts avec. Et voilà, pour moi, ça marche. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que le semoir, là, j'ai mis des pointes en écartement de 30 cm. Et je sème tout ce que je vais semer, tout ce que j'ai semé, d'ailleurs, l'orge, le blé, je sème à 30 cm justement pour pouvoir le biner au cas où il y aurait un salissement trop important. Voilà. D'accord. Merci Bernard. Alors, pour compléter ça, celui-là, ça va être assez court, Simon n'est pas là, qui est dans le sud du Gers, qui a principalement des terres de Boulbène. Alors lui, il a acquis récemment un semoir de semi-direct avec des dents, mais vous voyez plus large ici, où là, son salarié avait déjà déchaumé tout. Donc il a semé avec ce semoir-là les couverts, mais après déchaumage. Après soja. Je n'ai pas précisé. Après, sur une toute petite zone, il a essayé. Donc, le soja a été récolté bien à ras. Il y avait peu de résidus végétaux et ça se présentait plutôt bien. Par contre, après maïs, normalement, il ne sème pas de couvert après maïs parce qu'il récolte son maïs très tard. Mais je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours et il m'a dit j'ai fait un essai sur maïs et vraiment, même en récoltant le maïs baba, ça bourre quoi. Donc, en discussion, il m'a dit il s'orienterait, en tout cas, il souhaiterait des
des socs plus étroits, un peu comme du coup à Bernard. Donc à suivre les expériences l'année prochaine, retour d'expérience par rapport à ces outils avec des socs plus étroits. Et ensuite, on va passer à... Donc, on a fini là pour le semi-direct. 2 expériences, un couvert estival. Alors, parce que les couverts estivaux, bon, c'est pas forcément évident dans le Gers ou sinon en semi-direct pour garder l'humidité, mais là en bio, c'est pas toujours possible. Donc là, c'est un couvert estival qui a été irrigué. Et donc, c'est un couvert de soja précoce. Avant un colza, donc dans l'objectif d'apporter de l'azote au colza. Donc le soja a été semé un peu avant le mi-juillet. Il y a eu de la pluie mi-juillet, donc qui a permis de faire pousser le soja. Et il y a eu quand même du coup une irrigation pour compléter mi-août. Avec du coup, donc le soja, on le voit là. Avec donc fin août, un passage de déchômeur à disque. Et donc très superficiel. Donc le couvert a été coupé, on va dire, assez en haut, au collet. Et du coup, le travail très superficiel a fait que du coup, les racines n'ont pas été extraites du sol. Et ça a permis du coup à l'agriculteur de pas avoir des résidus des racines à gérer après pour la préparation du lit de semence. Et sur une autre parcelle, là, il n'a pas broyé, il avait broyé avant pour accélérer la décomposition du soja parce que le colza allait être semé assez rapidement après. Donc ensuite, il y a eu 2-3 jours à 30 degrés après restitution du couvert, donc voilà, ça a vite desséché. Et le colza a été semé dans la foulée. Donc, du coup, ce qu'il en est ressorti, c'était que, en tout cas, pour les couverts estivaux, l'eau est indispensable, que ce soit au niveau soit des orages ou, en tout cas, se laisser la possibilité d'irriguer si besoin. Et ensuite, Jean-Jacques a observé notamment des amarantes dans le couvert qui commençaient à arriver à graines. Donc, il a pu avoir des graines qui sont tombées au sol et qui étaient mûres. Et donc, l'année prochaine, il veut essayer... Je vous montrerai le colza après, une photo récente. Donc de mettre du sarrasin avec pour l'effet allélopathique, voire effectivement essayer d'avoir un effet sur les adventices présentes dans le couvert. Je laisse la photo sur le colza récent. Et Quentin, je veux bien que tu passes du coup la parole à Jean-Jacques. Oui. Je voudrais donner 2 ou 3 précisions, si tu veux, sur le couvert, remonte au couvert là. Là, sur cette partie-là, il y avait à la pesée 4 tonnes de matière sèche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 3 jours après, mais à 30 degrés, on voit ici que j'ai pu semer, c'est-à-dire juste avant que je passe. Donc ça, c'est 3 jours après le passage avec ce déchômeur à disque qui est particulier. Et là, il y a uniquement j'ai semé avec un tracteur. Devant, c'était un semoir électrique avec une rampe, et derrière un cultipacaire de 4 mètres. Donc il n'y a pas eu d'autre travail du sol. Donc c'était dans l'idée d'aller vers un process très, très léger d'intervention pour cette culture-là. Je ne fais pas pour tout comme ça. Pour le sorgho que vous voyez à côté, c'est un itinéraire différent. Mais là, il y a eu donc un passage déchômeur à disque et un seul passage, c'est-à-dire les graines à la volée de colza et le rouleau. Et actuellement, donc 3 jours après, donc c'est pour ça que quand on parle restitution, selon les conditions, c'est tout à fait différent. Et là, c'était la date, c'est quand elle est dessous là. Actuellement, on voit plus les rangs. Au 23 novembre. À l'endroit où on est, on voit plus les rangs. Et on voit plus, c'est du mouron qu'il y a dessous comme adventice, et ça ne me gêne pas, quoi. Donc je considère, on va voir après le résultat, je considère qu'il y a des fois où on peut s'approcher très fortement du semi-direct, c'est-à-dire intervenir sur un couvert avec très peu de passage, sans être strict, avec des procédés très simples et des outils très simples, puisque déchômeur à disque, ça c'est un outil, je voudrais dire quand même quelque chose sur ce déchômeur à disque. Il a donc la caractéristique des déchômeurs à disque, c'est-à-dire les disques sont indépendants, donc on peut travailler à très grande vitesse. C'est-à-dire si on passe sur un obstacle, il n'y a que le disque tout seul qui se lève et le reste continue à travailler.
Plus on travaille vite, comme c'est un disque dentelé, il hache très bien. Et surtout, c'est des chômeurs à disque, à mon sens, que j'utilise sur des couverts assez hauts. Je prends soin de... C'est lié avec un travail très superficiel. Parce qu'en fait, c'est le fait que la plante, elle est au sol, que le disque, il tire sur la plante et il la déchire. Et c'est bien parce que on cherche pas on ne travaille pas profondément, c'est-à-dire à enlever toute la touffe, qu'on fait un travail hyper efficace. J'y suis allé à cette constatation d'une façon surprenante, c'est que c'est mon voisin qui avait acheté ça, et j'avais à ce moment-là un sorgho fourragé il faisait bien 2,50 m, c'était impressionnant. Il arrive avec son tracteur, il passe, et je me retourne derrière, mais il n'y avait plus rien, quoi. Et ça m'a alerté. Puis après, on l'a réglé, etc. Il y a des fois, on est allé plus profond. Et je me suis aperçu, c'est petit à petit, que cet outil, il faut s'en servir comme ça pour presque arracher l'herbe. L'autre caractéristique qu'il a, c'est que, il y a certes les disques qui ont un angle d'attaque qui fait qu'il n'a pas besoin d'être lourd. C'est un progrès de ce matériel par rapport aux autres pour pénétrer. Mais il a aussi un pas variable. Ça veut dire que si on passe la première fois, on peut régler différemment la rangée devant et celle derrière. On peut réaliser carrément un sarclage, c'est-à-dire toute la surface est attrapée, ce qui n'est pas le cas quand on disque. Voilà. Voilà, donc moi, ça m'a amené à aller vers une théorie que j'essaye de reconduire et que j'avais commencé un peu intuitivement, c'est-à-dire que arriver à restituer des couverts végétaux au-delà de 5 tonnes uniquement avec ce passage à grande vitesse. Alors on va passer au deuxième essai que tu as fait, donc avec un semis de trèfle incarnat dans le sorgho, semé fin juillet au dernier binage, où l'intérêt, parce que c'est entre un sorgho et un tournesol, où tu aurais pu semer un couvert hivernal après le sorgho, l'intérêt c'était de faire, de semer en même temps que le binage, donc effectuer moins de passages. Donc le trèfle incarnat a été semé à la volée. Et on a observé plutôt en bord de parcelle parce que le sorgho était déjà développé et c'était difficile d'y aller dedans. Mais donc, il y a des endroits où on commençait à le voir, ça c'était fin août. Et au mois d'octobre, donc on ne s'est pas trop enfoncé dans la parcelle, mais en gros, il y a des zones où il y a des fortes densités de végétation du sorgho et on voyait peu de trèfle, c'était difficile en tout cas. Et là où il y avait un peu plus de lumière, on le voyait mieux. On s'est dit, à voir après récolte. Et après récolte du sorgho, donc Jean-Jacques a décidé de retourner une partie où le trèfle était pas très dense et une partie qu'il a gardée. Et en fait, la question qui s'est posée, il savait plus trop, mais déjà, pourquoi ça n'a pas partout marché? Déjà, il avait 2 types de semences, donc déjà, il se posait des questions quant à la qualité des semences, des graines. Donc là, c'est quelque chose qui fera attention l'année prochaine. Et aussi, l'hypothèse qu'il formulait, c'était que les socs de la bineuse tels qu'il les avait arrangés, faisaient un butage au niveau du sorgho. Donc les graines de trèfle ont été ramenées au niveau du pied du sorgho, là où il y avait peu de lumière. Donc l'important, puisque le scanthe, au moment où c'est semé, le sorgho fait déjà pas mal d'ombre, il va essayer de semer donc uniquement en interrang et d'adapter les socs de la bineuse pour que les graines de trèfle ne soient pas ramenées au pied du sorgho et d'avoir effectivement plus de lumière. Voilà. Donc ça, le dernier essai que je vais présenter. Et du coup, ça c'est quelques essais, c'est pas exhaustif, mais en gros, ce qui est actuellement en cours par les agriculteurs est envisagé. Donc effectivement, il y a des nouveaux essais de semi-direct de culture d'été dans couvert hivernal qui vont être envisagés. Et peut-être de couverts estivaux après céréales, en tout cas ce qui est envisagé après avoir selon la parcelle, etc. Parfois, et le temps, parfois le temps manque. Et il y a des questions aussi quant à la couverture du sol, notamment avant une culture de printemps. Lentilles, où là les semis sont plus précoces
Et du coup, il pourrait être intéressant, en tout cas avec un couvert hivernal, au moment de restituer pour le lin, soit c'est difficile de rentrer dans la parcelle ou le couvert n'est pas forcément très développé. Donc il y a une idée de semer peut-être dans le trèfle violet dans le précédent. En tout cas, c'est une piste pour qu'il n'y ait pas un sol nu pendant 4-5 mois entre la récolte du précédent et le semis du lin ou de la lentille. Voilà, et semis des trèfles, notamment l'agriculteur là qui s'était équipé d'un semoir, qui est donc Simon Graff, qui récolte donc ses maïs très tard, et donc semer son couvert végétal mi-novembre, fin novembre, c'est un peu tard, donc il n'avait pas eu le temps de faire cette année, mais essayez pourquoi pas de semer du trèfle dans le maïs pour justement pas avoir le sol nu avant le tournesol d'après. Et sinon, donc il va y avoir aussi, parce que le CREAB avait fait des essais, avait semé de la veste pourpre et de la veste commune, et donc il y a un agriculteur qui a semé et de la veste pourpre et de la veste commune. Donc la veste pourpre c'est un peu moins utilisé pour voir un petit peu si elle semble plus intéressante que la veste commune. Et après, pour les nouveaux, entre guillemets, ceux qui ont semé des couverts de févrole solo, qui se sont testés là-dessus, cette année, ils vont faire des mélanges d'espèces. Et il y a d'autres aussi agriculteurs qui sèment des graminées dans leurs couverts, qui parfois ont modulé la dose de graminées en mettant un peu moins de graminées par rapport à ce qu'ils ont fait pour faciliter la gestion du couvert en restitution mécanique par la suite. Et juste rapidement, donc Jean-Jacques a parlé de son déchômeur à disque, mais un outil qui peut être aussi intéressant, enfin en tout cas à connaître l'existant, mais vous le connaissez peut-être, la herséterie rotative, qui permet du coup de passer en désherbage mécanique, même en présence de résidus importants dans la culture après couvert, où la herséterie classique pourrait facilement bourrer. Voilà. Donc ça, c'était au cas où j'avais le temps, mais je n'ai plus le temps. Juste 2 mots, mais alors vraiment 2 mots pour dire, là, il y a plusieurs agriculteurs du groupe qui pratiquent des rotations céréalières sans fertilisation extérieure, sans intrants. Et j'ai pas fixé la date, mais en gros, entre le 10 et le 20 décembre, je vais faire une rencontre spécifique sur ce sujet. En gros, être céréalier et pas mettre de fertilisation extérieure, est-ce que c'est impossible ou pas? Vous aurez la réponse si vous venez. Et oui, donc sinon je voulais dire concrètement, donc moi je me suis consacrée pas mal au groupe défi cette année, où du coup l'animation du groupe large sur les couverts qui était entamé depuis 2011, j'ai dû le laisser un petit peu de côté par manque de temps. Mais du coup avec l'embauche de Quentin depuis septembre, du coup on va être 2 sur les grandes cultures, et donc du coup l'année prochaine il y aura vraiment à la fois et de l'animation du groupe large sur les couverts, et plus le groupe défi qui est plus poussé, et on essaiera de faire un maximum de liens et de cohérence entre les deux. Voilà. Et le guide que vous avez en main, donc en gros, ça reprend. Alors, j'ai fait exprès en question-réponse pour que vous puissiez voir vraiment prendre ce qui vous intéresse le plus. Et en gros, c'est un petit peu des synthèses, des retours d'expérience, pas que du groupe défi, mais aussi antérieurs. Le groupe défi, ça a permis à la fois de valider des références qui ont été acquises avant et de les compléter. Et je finirai, bon ça c'est plus moi, que effectivement observer son sol, avoir toujours une bêche dans son coffre, voilà, même si on va pas toujours jusqu'au sous-sol. C'est déjà intéressant, où on a pu observer que donc là on voyait ça devait être c'était une crucifère, ça devait être une moutarde, où il y en a une effectivement dans une parcelle où effectivement elle pivote, et puis l'autre on voit que il y a quelque chose qui la bloque, quoi. Donc déjà de voir le système racinaire, même si on va pas jusqu'au sous-sol, c'est pas assez complet, je l'accorde, mais ça peut déjà donner faire un peu tilt, voilà, est-ce qu'il y a un souci sur ma parcelle ou pas. Et en gros, je le redis souvent, mais vous n'allez pas forcément copier, enfin ce qu'on vous a présenté là, vous n'allez pas faire du copier-coller, mais c'était vraiment pour vous donner des idées à tester, des idées d'itinéraire, des idées d'outils, vous donner des clés de réussite et peut-être des erreurs qui ont été faites par certains agriculteurs, peut-être du coup pour pas les refaire. Et Lionel Aleto, qui était là ce matin, j'en ai discuté avec lui par rapport à ma présentation, et j'avais repris une phrase qu'il m'avait dit, bon, il n'est pas là cet après-midi, mais que les systèmes sont pas transposables de l'un à l'autre, mais par contre, les règles de décision d'un agriculteur peuvent être transmises à un autre agriculteur, et c'est ça qui est important à retenir. Je vous remercie.